1492. Un nouveau pape est élu à Rome. Alexandre VI, alias Rodrigo Borgia. Un nom maudit, à jamais associé au pire scandale de l'Italie de la Renaissance. Lui est un arriviste sans foi ni loi, prêt à toutes les compromissions pour asseoir le pouvoir de sa famille. Sa fille Lucrèce passe pour un être machiavélique, une dépravée et une criminelle. Voilà l'image que l'on a gardée des Borgia. Et pourtant, rien n'est aussi simple. Car si Alexandre VI est loin d'être un saint, Lucrèce, elle, n'a rien d'un démon. Tout commence ici, au Vatican. Pas celui-ci, ça c'est Saint-Pierre de Rome qui sera construit au siècle suivant. Le pape Alexandre VI, lui, il doit se contenter de ça. Mais dans une Europe dominée par les chrétiens, la papauté, ça reste la fonction suprême. Pour en arriver là, Rodrigo Borgia a dû quitter son Espagne natale où il a grandi dans une famille d'aristocrates catholiques. Nommé cardinal à l'âge de 24 ans par son oncle, le pape Calixte III. Il suit une voie toute tracée et le 11 août 1492, il devient à son tour le représentant de Dieu sur Terre. Oui, alors lui c'est le pape François. Mais à l'époque, le pouvoir pontifical est un peu plus brutal. Si Alexandre a conquis le Vatican, ça n'est pas pour propager la foi du Christ. Il a un autre rêve. Il veut imposer le domaine papal à toute l'Italie. Et d'abord, il veut reprendre le contrôle des États pontificaux, un ensemble de territoires et de villes rebelles qui ont tendance à s'émanciper du Vatican. Pour réussir, Alexandre VI est prêt à tout, y compris utiliser ses propres enfants. Je n'ai pas pris ce trône pour faire le pantin en robe avec une tiare, ni pour servir la messe. J'ai pris ce trône parce que j'aime le pouvoir. Officiellement, il a 6 enfants, dont une fille, Lucrèce. Ce qui n'est pas si choquant à une époque où bien des papes se moquent ouvertement du vœu de célibat. Lucrèce est la fille de Vanozza Catanei, l'une des maîtresses du pape. Elle a grandi dans une riche famille romaine. Elle a donc bénéficié d'une éducation soignée. À 13 ans, elle a déjà appris la musique, le chant, le dessin, le latin, le grec ancien. Elle parle l'italien et le français. Elle est intelligente. Bref, c'est le bon parti. Ceci étant, Lucrèce ne fait pas ce qu'elle veut. Elle qui rêve d'art, de culture et d'un gentil mari, doit d'abord se plier aux volontés de son père, le pape. Et pour commencer, elle doit épouser Jean Sforza. Toi, Lucrèce, tu es très belle d'ailleurs. Tu épouseras Sforza. Ça m'assurera la paix à Milan. Les Sforza sont la famille la plus puissante de Milan. Pour le pape, c'est un allié précieux. Pour Lucrèce, c'est la promesse d'une mort à petit feu, car Jean, qui a 2 fois son âge, est d'un ennui sans borne. Mais Lucrèce adore son père. Elle lui obéit donc. Elle accepte cette union. Comment ai-je pu mettre au monde une femme semblable, moi? 1498. Alexandre VI change d'avis. Il projette désormais de s'allier avec le royaume de Naples. Pour ce faire, il entend proposer Lucrèce à Alphonse d'Aragon, un fils du roi napolitain. Elle n'est pas libre? Qu'à cela ne tienne, le pape fait passer Jean Sforza pour un homme impuissant et il impose l'annulation du mariage. J'accuse Jean Sforza d'avoir abandonné à la solitude ma ravissante fille. La jeune princesse n'a qu'à jurer devant Dieu qu'elle est restée vierge, ce qui est faux bien sûr. Pour Jean Sforza, l'humiliation est totale. Il se venge alors en répandant les pires rumeurs sur son ex-épouse. Il l'accuse d'entretenir des relations incestueuses avec son frère César et même avec son père, le pape. Des rumeurs qui vont coller à la peau de la famille Borgia jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'Alexandre, ce n'est pas un enfant de cœur. Il aime l'argent, le luxe, les alcools fins et les jolies femmes. Et tant qu'à faire, il adore les orgies. Là encore, ce qui ferait scandale aujourd'hui choque à peine à l'époque. Nombreux sont alors les cardinaux et même les papes à ne pas toujours respecter les vœux de chasteté. Évidemment, ce train de vie coûte cher. Pour remplir les caisses du Vatican, Alexandre déploie des trésors d'imagination. Ainsi, vend-il des titres religieux, cardinal par exemple. Cela s'appelle la simonie et en théorie, c'est un péché. Mais Alexandre n'a pas d'état d'âme. Il se voit plutôt comme un stratège. Aucun ennemi ne doit lui résister. Je les tripolle, tu m'entends? De mes propres mains. Père, oui, n'oubliez pas que vous êtes pape. La vérité, c'est que s'il n'était pas pape, il finirait sûrement excommunié.
Excommunié. Excommunié par qui? Par moi? Les manœuvres d'Alexandre ont un effet inattendu sur sa fille. 1 an après son remariage, Lucrèce peut remercier son père. Avec Alphonse, c'est le bonheur. Ils ont le même âge, les mêmes goûts, il est beau gosse et cultivé, il coche toutes les cases. Il n'y en a aucun d'aussi beau que toi. Et pas une femme de Botticelli n'est aussi belle que toi non plus. Cerise sur le gâteau, le jeune Napolitain est comme elle, un grand amateur d'art. Il file le parfait amour. Et bientôt, elle attend un enfant. Quoi à la santé du couple le plus amoureux de Rome. Hélas, en 1500, le pape change à nouveau de stratégie. Déçu par son alliance avec le roi de Naples, qui ne lui donne pas les avantages escomptés, Alexandre VI trahit son allié et se tourne vers l'ennemi des Napolitains, les Français. Seulement voilà, le pape a une épine dans le pied. Son gendre, le fils du roi de Naples. Il doit désormais s'en débarrasser. Lucrèce est catastrophée. Elle connaît son père par cœur. Elle sait qu'il ne connaît pas de limite. Elle met Alphonse en garde. Je n'aime pas fuir. Fuir devant un Borgia n'est pas fuir, c'est survivre. Je t'en supplie. Je ne veux pas que tu meures. Le 15 juillet, Alphonse est victime d'un attentat sur les marches du Vatican, l'un des lieux les plus sacrés de la chrétienté. Gravement blessé, il est soigné par Lucrèce qui veille sur lui nuit et jour. Mais 1 mois plus tard, elle ne peut empêcher un 2e attentat et la mise à mort de son mari. Lucrèce Borgia soupçonne son père d'avoir tout organisé. Elle est horrifiée. Elle est déterminée à quitter le Vatican. Votre sainteté, je viens vous demander la permission de me retirer au château de Népi pour y finir mes jours. Moi, je veux que vous restiez ici, près de moi. Je vous demande de me laisser partir pour Népi une dernière fois. Et pour la première fois de sa vie, le père doit céder à la fille. Très bien. Le temps peut-être atténuera votre douleur. Et nous prierons pour vous et pour l'âme de votre époux. Quelques mois ont passé. Pour mener à bien ses projets, le souverain pontife s'est tourné vers son fils César. Il l'a fait capitaine des troupes pontificales. Les victoires militaires s'enchaînent au nom du pape et de l'Église. Pour couvrir ses arrières, il a désormais besoin du soutien du puissant duché de Ferrare. Mais il faut être prudent. Très prudent. Ta sœur Lucrèce est libre en ce moment, non? Sans plus attendre, il propose sa fille au prince de Ferrare, Alphonse d'Este. Le pape exige à nouveau que Lucrèce se marie. Alors, on pourrait croire que cette fois, la jeune femme va s'opposer à la décision papale. Mais au contraire, elle voit dans ce projet une occasion inespérée. En s'installant à Ferrare, une ville distante de 400 km de Rome, elle va enfin échapper à l'emprise de son père. Alors oui, elle accepte. J'espère, madame, que Ferrare vous plaira, car son climat est doux et ses habitants fort civils. D'ailleurs, comment ne le serait-il pas en vous voyant? Merci. J'avoue que la compagnie des gens civilisés me changera un peu. Les noces donnent lieu à des réjouissances inouïes, dignes de l'élection d'un pape. Alexandre s'acquitte d'une dot faramineuse, 100 000 ducats, soit 350 kilos d'or. Et puis, Lucrèce dit adieu à sa famille. Nous sommes en décembre 1501. Elle ne reviendra plus jamais vivre à Rome. Alexandre a toutes les raisons de se réjouir. Il tient ses ennemis en respect. Son influence politique n'a jamais été aussi grande et sa fille, une fois de plus, s'est pliée à sa volonté. Du moins, c'est ce qu'il croit. En fait, il va mourir subitement le 18 août 1503. Officiellement de maladie. Ses ennemis racontent qu'il se serait empoisonné par mégarde alors qu'il projetait l'assassinat d'un cardinal. Ce qui est sûr, c'est que son corps enfla si rapidement, sans doute à cause du poison, qu'on dut l'enterrer dans un tapis et non dans un cercueil où il ne rentrait plus. Quant à Lucrèce, loin de Rome et de ses turpitudes, elle assiste sans intervenir et avec une certaine indifférence à l'écroulement de l'empire familial. Elle qui a survécu à tant de drames peut enfin, à 23 ans, entamer une vie nouvelle. À Ferrare, Lucrèce bâtit une cour aussi brillante que tolérante. Grâce au soutien de son époux, elle accueille les plus grands artistes d'Europe. Le poète L'Arioste, en personne, chante sa douceur et sa générosité. Beau retour de fortune pour celle qui fut si maltraitée par les siens. Hélas, entretenue par ses ennemis politiques, la réputation machiavélique d'Alexandre Borgia va traverser les siècles. La mémoire de Lucrèce n'y échappera pas.
En 1833, Victor Hugo, dans sa pièce Lucrèce Borgia, décrit une femme assoiffée de sang, de sexe et de pouvoir, incestueuse, meurtrière et sans aucun scrupule. On a toujours obéi à tous mes caprices. Et ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Le succès de la pièce est si considérable que le compositeur Gaetano Donizetti en livre 10 mois plus tard une version lyrique à la Scala de Milan. La légende noire de Lucrèce Borgia est née, comme une seconde mort pour cette princesse dont le seul crime vient de son patronyme. Aujourd'hui, les historiens s'accordent pour réhabiliter la mémoire de Lucrèce et même d'Alexandre. En lui, ils voient un génie de la politique, dénué de scrupules certes, mais finalement un homme de son temps. En elle, ils voient une femme rusée, rompue aux intrigues de cour, mais aussi intelligente et déterminée, capable de survivre et finalement d'échapper à la folie des hommes.